Vous m'entendez? Oui, super. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet autour du cinéma et du jeune public, autour des questions de la programmation, de l'autocensure et de la nécessité d'une médiation autour des projections en salle de cinéma. Donc pour me présenter un petit peu, je m'appelle Mathilde Boissel. J'ai fait un cursus universitaire en médiation culturelle, spécialité audiovisuelle. J'ai fait aussi un master en didactique de l'image et j'ai une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Aujourd'hui, je suis responsable du jeune public en salle de cinéma au Cyrano à Montgeron. Donc merci Jean-Marie de me permettre de faire ma toute première conférence. La problématique, je veux bien qu'on affiche, s'il vous plaît. Ça marche? Ok. Donc ma problématique, c'est que s'autorise-t-on à programmer en salle pour un jeune public de 8 à 11 ans? Et dans quelle mesure la médiation autour des projections est-elle nécessaire? Donc, c'est une étude qui est basée sur mon mémoire de recherche. J'ai fait une analyse de 19 entretiens sociologiques avec des professionnels de l'éducation aux images. Vous avez la petite liste des différents métiers. J'ai aussi fait beaucoup de lectures et je me suis inspirée de mes expériences personnelles et professionnelles. Donc, pour vous présenter un petit peu le plan de ma conférence, d'abord, je vais aborder le rapport de vigilance entre les enfants et les images. Je vais parler aussi de l'autocensure de la part des adultes au sein de la programmation jeune public et dans quelle mesure on pourrait contourner certains interdits qu'on s'impose en tant qu'adulte dans la programmation pour les enfants. Et enfin, la nécessité d'une médiation autour des projections en salle de cinéma. Donc, en petite introduction, il y a eu une évolution de l'institution d'une médiation culturelle entre les œuvres et le public. Donc au début, on disait que non, il ne fallait pas d'intermédiaire, que l'œuvre c'était un choc esthétique, qu'il fallait ne pas interférer dans la rencontre du spectateur avec l'œuvre. Mais peu à peu, il y a eu des nouveaux métiers de passeurs, qui voulaient transmettre des clés pour ce qu'on appelle déchiffrer les œuvres. Et il y a eu, depuis une quarantaine d'années, à partir des années 70, la naissance d'une considération du jeune public dans le domaine artistique et culturel, donc dans les structures comme les bibliothèques, les théâtres et puis aussi le cinéma. Il a commencé à avoir une programmation pour les enfants. Et donc, spécifiquement dans le cinéma et le jeune public, c'est une tâche assez délicate, subjective, c'est très réfléchi et ça subit beaucoup d'autocensure. Donc par médiation en salle de cinéma, j'entends que c'est un accompagnement pédagogique et culturel autour des films. Dans la programmation, la présentation des films et la discussion après la projection. Et je m'intéresse notamment aux dispositifs scolaires d'éducation au cinéma qui sont mis en place entre l'éducation nationale et le ministère de la Culture, et notamment École et cinéma qui est destiné aux enfants d'école élémentaire. Donc, dans un premier temps, je voulais vous présenter ce que j'ai appelé un rapport de vigilance entre l'enfance et les images. Donc, il y a eu une évolution des conceptions de l'image depuis l'Antiquité. Je ne sais pas si vous connaissez la conception de Platon autour de l'image, qui dit que l'image est un peu comme une ennemie qui nous sépare du monde et qui nous trompe.
Ensuite aussi, dans les différentes religions, quelquefois, il est interdit de représenter les icônes. Et il y a des nouvelles craintes par rapport à la nouvelle pratique des images par les jeunes, notamment par rapport à la télé, à Internet et aux réseaux sociaux, qui suscitent de nouvelles craintes de la part des adultes pour les jeunes. Donc ces nouvelles pratiques des images, c'est notamment lié à Internet, en fait, où il y a un contenu illimité et accessible, et on considère que les enfants peuvent tomber sur des images qui ne seraient pas destinées à leur âge. Et il y a aussi une espèce de postulat qui dirait que les images peuvent, et notamment les films, peuvent influencer les comportements des plus jeunes. Voilà, le postulat, c'est que si on montre des films avec des meurtriers, on va fabriquer des meurtriers. Si on montre des films où il y a de l'homosexualité, on va fabriquer des enfants homosexuels. Voilà, ils vont le devenir. Il y a eu quelques cas dans les années 90 par rapport aux jeux vidéo, notamment aux États-Unis et aussi en France. Mais Serge Tisseron, qui est un psychanalyste des images, il dit que voilà, il ne suffit pas de voir ces scènes pour les imiter, parce qu'il faut pour cela adopter ces images comme modèle. Donc ce postulat, on va dire qu'il peut être quand même assez faux. Donc, j'ai interviewé une pédopsychiatre qui m'a dit que pour elle, la puissance et la violence des images, ça émane surtout de la mise en scène. Et elle différencie notamment la mise en scène des comportements et la mise en scène des émotions. Donc par comportement, on va dire la violence, la pornographie, l'horreur. Et au contraire, pour la mise en scène des émotions, ce serait plutôt la mise en scène de la tristesse, de la colère, de la peur. Et voilà, il faut savoir que les médiateurs qui présentent des films aux enfants, ils ne sont jamais dans des cas extrêmes, et c'est très très réfléchi. Et pourtant, la programmation jeune public suscite de nombreuses réactions de la part des adultes, notamment de la part des parents, des enseignants, des directeurs d'école. Et donc, en deuxième partie, je voulais parler des films dits délicats, difficiles, et que pour moi, selon mon analyse, ce serait une autocensure sociale. Donc, les adultes qui montrent des films ont pas mal de craintes par rapport aux émotions et aux questions que ça pourrait susciter chez l'enfant. Notamment quand ça parle de la mort, du sexe, de la politique, de la pauvreté, etc. Et donc il y a une grosse appréhension des adultes par rapport à la réception des enfants face à ces thématiques dans des films. Et puis il y a aussi les sujets dits dangereux face aux institutions, donc les politiques, l'Église, la police forment un peu des groupes de pression sur les images qui pourraient nuire à leurs institutions. Donc, par exemple, quand ça parle d'anarchie, de religion, de politique, et qui pourraient en quelque sorte salir l'image des institutions. Et enfin, les adultes ont plutôt peur des formes cinématographiques atypiques. On va le voir plus tard, par exemple, par rapport au film Alice de Zvank Meyer, qui est un réalisateur tchécoslovaque à l'époque. C'est un film des années 80. Et c'est une image assez effrayante. C'est un travail sur la matière. Les adultes ont peur que ça puisse effrayer les enfants. Et quand ça risque de provoquer des peurs et des réactions, notamment chez les parents dans le cadre scolaire, y a certains enseignants qui préfèrent ne pas annoncer le titre du film aux enfants avant d'aller au cinéma, pour éviter d'alarmer les parents qui pourraient ne pas mettre leurs enfants à l'école ce jour-là.
ou alors carrément refuser d'aller au cinéma quand les enseignants jugent que le film n'est pas adapté. Mais il faut savoir que, selon mon étude, les appréhensions des adultes sont très différentes de la réception des enfants eux-mêmes. Donc, je voulais vous montrer notamment... tac, tac. Oui, les films difficiles par rapport aux enfants spectateurs et leur difficulté de réception du film. Alors, ah mince. Oui, donc, je me suis trompée, pardon. Par rapport aux émotions, à la peur des émotions. Alors, je vais juste aller... Est-ce que ça marche? Ouais. Je voulais vous présenter, du coup, la bande-annonce de Paunette, qui est un film réalisé par Jacques Doyon en 1996 et qui a fait aussi polémique parce que ça parle d'une petite fille de 4 ans qui a perdu sa mère. Et donc, voilà, les adultes ont souvent peur par rapport à la mort de susciter des émotions trop fortes chez les enfants. Donc, je vous montre la bande-annonce. Alors, tac. Ok, ça marche pas. Ta maman, elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire? Il était une fois une petite Paunette qui avait perdu sa maman. Maman! Elle l'appelait. Tu viens me voir? Elle l'appelait encore. Elle la cherchait toujours, mais jamais sa maman ne venait. Elle viendra pas, Paunette. Si elle vient. Elle est au ciel avec Jésus, disaient les uns. Elle est bien enterrée sous la terre, disaient les autres. Mais il y a des petits trous dans la terre. Tu peux revenir? Paunette, elle savait bien qu'un jour elle trouverait sa maman. Donc ça, c'est par rapport aux émotions, les craintes par rapport aux émotions que pourraient ressentir les enfants. Enfin, c'est ce que pensent les adultes. Du coup, je reviens un peu en arrière. Par rapport, du coup, au sujet dangereux face aux institutions, il y a un film qui a posé problème aussi, c'est Zéro de conduite de Jean Vigo. Alors, je vais vous montrer une scène où voilà, ce sont des enfants d'un internat qui font le bazar dans le dortoir. Et c'est un peu une idée d'anarchie dans l'école. Et donc l'école se dit, mais pourquoi on va montrer un film qui parle d'anarchie à l'école alors qu'on est dans le cadre scolaire? Est-ce que ça va pas donner des idées aux enfants, etc. Donc je vous montre le passage. Enfin, par rapport à ce que je disais, par rapport aux formes cinématographiques atypiques, alors je vais retrouver le PowerPoint. Tac, tac, tac. Donc, par exemple, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, Alice, de Jan Svankmajer, qui a été réalisé en 1988. Voilà, il y a beaucoup d'adultes qui pensent que ces images sont trop effrayantes pour les enfants. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, sur la première image, on voit par exemple un animal qui met le feu aux cheveux d'Alice. Oui, donc c'est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. On voit aussi voilà, des personnages avec des matières assez organiques, avec des dents. Enfin, ils ont ils ressemblent à des choses assez effrayantes. On voit des squelettes.
voilà, il y a des cris de bébé bizarres. C'est un film qui a beaucoup posé problème de la part des adultes par rapport à l'idée qu'ils avaient de la réception des enfants. Et donc, justement, c'est... Comment dire, les appréhensions des adultes sont complètement différentes de la réaction des enfants face au film. Premièrement, parce que les enfants sont plutôt formatés par le cinéma mainstream, qu'ils ont plus l'habitude de voir. Tout ce qui est happy end, le rythme assez rapide, qu'il y ait de l'action... Et donc, ils sont formatés par ce type de film qu'ils voient la plupart du temps. Et ça devient une norme. Et du coup, la réception des œuvres qui sont un petit peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir, ça pose problème. C'est une difficulté parce qu'ils doivent faire un effort. Donc, il y a souvent des retours d'élèves qui sont pas très contents quand c'est en version originale, quand c'est en noir et blanc, quand le rythme est lent ou quand le sujet du film est un petit peu abstrait ou quand l'intrigue est un petit peu compliquée, etc. Il y a aussi le fait que dans le contexte scolaire, les enfants vont avoir tendance à penser que comme c'est le film qu'on voit avec l'école, ça va être un film pour apprendre et non pas un film pour se divertir. Et il y a aussi un effet de groupe où les enfants, s'il y en a qui disent « Ah non, j'ai pas aimé le film, c'est nul, le film de l'école », les autres enfants à cet âge-là vont pas oser dire que eux-mêmes ils ont aimé pour pas s'opposer à l'avis du groupe. Et j'ai un petit exemple, une petite anecdote que j'ai vécue quand j'étais stagiaire au studio des Ursulines, où il y avait un ciné-club. Et j'ai sondé un peu les élèves sur ce qu'ils pensaient de la programmation de ce ciné-club. Et ils me disaient, oui, c'est nul, on ne choisit pas les films, on s'ennuie, tout le monde dort, etc. Et il y avait un élève qui, au contraire, avait bien aimé le film. Et tout de suite, quand il m'a dit qu'il avait bien aimé, les autres l'ont un peu charrié en disant qu'il voulait bien faire se voir, qu'il voulait bien se faire voir de ma part. Et du coup... tous les autres se sont moqués de lui parce qu'il avait un avis différent. Après, il y a un rejet aussi des enfants quand ils font face à des émotions qui sont trop fortes pour eux. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Little Bird qui parle d'un jeune garçon qui a perdu sa mère aussi et qui a une relation un peu conflictuelle avec son père. Et c'est un film qui est assez triste, assez dur. Et il y a eu des retours d'enfants qui disaient qu'ils n'avaient pas apprécié le film parce qu'ils trouvaient ça trop triste. Ils sont quelquefois aussi gênés par certaines thématiques comme le handicap, surtout la sexualité. Moi, quand j'assiste au fond de la salle à des projections, par exemple, quand il y a un bisou, alors là, c'est Dirk. Les enfants, soit ils rigolent, soit ils prennent un air dégoûté. Ils sont pas très à l'aise face à ça. Ils sont pas trop à l'aise aussi face à tout ce qui est religieux. Il peut y avoir des réactions un peu violentes de la part des enfants qui ont des croyances différentes. Et enfin, Émilie Deruel, qui est une médiatrice jeune public dans une salle de cinéma, m'avait dit aussi que il faut proposer des films exigeants aux enfants, mais qu'ils restent accessibles. Parce que si les enfants n'ont pas certains codes pour comprendre les films, par exemple le contexte historique, politique, certaines connaissances sur la thématique du film, ça peut coincer parce que les enfants ne comprennent pas ce qu'ils voient et ça peut les décevoir. Donc, je suis partie aussi du principe que le film montrable, ça dépend beaucoup du cadre de projection. Donc, dans le cadre de l'école laïque, surtout ce qui pose problème, c'est qu'on est face à un groupe et il n'y a pas le rapport individuel que le parent pourrait avoir avec son enfant. Et donc, l'enfant peut être un peu insécure de ne pas pouvoir réagir directement avec un adulte qui serait à côté de lui dans la salle. Donc il y a une certaine crainte par rapport à ça.
Aussi, il y a certaines personnes qui pensent que le rôle de l'école, c'est juste de donner des enseignements fondamentaux et pas de parler de sujets qui peuvent poser problème et qui sont plus tabous dans le cadre scolaire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui touche à la religion, au sexe, à la mort, etc. Et certains considèrent que ces thématiques n'ont pas leur place à l'école et que c'est plutôt le rôle des parents de parler de ça avec leurs enfants, et que c'est comme si on volait ces moments d'intimité dans un cadre, dans un cadre scolaire. Mais pourtant, l'école, pour moi, c'est un lieu d'ouverture sur le monde, et ça peut permettre de parler de certains sujets qui sont peut-être pas abordés à la maison. Donc, et c'est une ouverture au dialogue. Ensuite, dans le cadre familial, il y a quand les parents emmènent leurs enfants au cinéma, il y a une idée de divertissement. Ils n'ont pas envie d'aller voir des choses trop lourdes. Et il y a aussi le fait que les enfants sont souvent acteurs dans le choix du film, et ils sont très influencés par la publicité, par les films que les copains ont vus, etc. Et voilà, les films un peu moins connus, qui restent un peu obscurs, ils n'ont pas forcément envie d'aller les voir au cinéma. Mais oui, c'est assez paradoxal, parce que les parents qui critiquent à l'école des films qui pourraient, selon eux, effrayer les élèves, poser problème, etc. Moi, j'ai eu des retours de professionnels qui me disent que quand ils conseillent des tranches d'âge sur le programme, il y a des parents qui, en fait, ne respectent pas les tranches d'âge, en disant souvent que leurs enfants sont en avance sur leur âge, que non, ils vont pas avoir peur, c'est pas un souci. Et il y a un exemple, par rapport au film Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il y a eu une mise en garde au Forum des images de la part des caissiers sur le fait que le film n'était pas adapté à l'âge de l'enfant qui se présentait avec son parent à la caisse. Et les parents ont dit non, il est très intelligent, il va tout comprendre, ça ne va pas lui faire peur, etc. Et le résultat, c'est que les parents sont sortis en pleine séance parce que les enfants étaient en pleurs. Et il y a eu un retour comme quoi les enfants avaient fait beaucoup de cauchemars pendant la nuit qui avaient succédé à la projection. Donc c'est quand même un paradoxe assez intéressant que les parents critiquent l'école de vouloir montrer des films qui pourraient pas être adaptés à l'âge de leurs enfants, alors qu'eux-mêmes, quand ils vont au cinéma, ils respectent pas ça. Il y a eu aussi la pédopsychiatre que j'avais interrogée, qui m'a dit que en consultation, elle avait vu une enfant qui avait été traumatisée par Harry Potter, alors que c'était pas du tout de son âge. Elle était à l'école maternelle, elle avait vu Harry Potter à l'école des sorciers, elle avait été complètement traumatisée par la scène du serpent dans les douches. Je ne sais pas si vous voyez cette scène où il y a un gros basilic qui poursuit Harry Potter dans des caves, et c'est assez effrayant, en tout cas pour une enfant qui est en maternelle, en tout cas. Donc voilà, et la censure, plus généralement, elle change selon le contexte moral, historique et culturel d'une société. Donc par exemple, il y a eu les premières censures, c'était par rapport au spectacle de théâtre. Après, il y a eu une grosse influence de l'Église catholique dans les années 30, qui voulait poser son veto sur la censure des œuvres. Il y a aussi le Code Eyes aux États-Unis qui interdisait qu'on voit des scènes de sexe, qu'on voit du sang. Et là, plus récemment, il y a eu la limitation d'âge par le CNC. Et donc, ces censures varient selon la nature des sociétés, les hommes, les codes moraux, les croyances en vigueur.
Et il y a pas mal de groupes de pression traditionnalistes, la police, les politiques, etc., qui font pression aussi par rapport aux productions des films. Et il y a un exemple assez intéressant, c'est que Spielberg, pour le film E.T., en fait, un moment, il y avait des policiers qui avaient des revolvers dans les mains, et ça a été assez mal pris. Et donc, il a remplacé les revolvers en post-production par des téléphones portables. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant comme changement. Alors, je voulais vous parler d'une étude de cas plus particulière. C'est la polémique autour du film Tomboy de Céline Sciamma, qui raconte l'histoire en fait d'une petite fille qui s'appelle Laure, qui, suite à un déménagement, se fait passer pour un petit garçon qui s'appelle Michael auprès des autres enfants de la résidence pendant les vacances d'été. Donc, je voulais vous montrer la bande-annonce du film, que j'adore. Hop. Tomboy. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael, je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau du bâtiment C. Laure, sors du bain. Tu coupes pas trop pour pas que maman voit. Et surtout, tu coupes droit. Oui, je suis pas débile. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? Donc ce film Tomboy, qui a été inscrit au catalogue du dispositif École et Cinéma, il a rencontré beaucoup de réactions et il a fait l'objet d'une polémique en 2012-2013, alors que ça faisait déjà 1 an qu'il était programmé au catalogue et que ça n'avait jamais posé problème. Mais voilà, par rapport à l'ambiance sociale de cette année, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, toutes les crispations autour de ce qu'ils appelaient la théorie du genre. Il y avait toutes les questions du mariage pour tous, etc. Et du coup, ça a vraiment cristallisé les peurs autour de Tomboy. Et donc, il y a eu, ça a commencé en fait, par la lettre d'une maman au rectorat qui disait que ce film n'avait pas sa place à l'école. Et ça a été ensuite repris par une école catholique qui a refusé d'aller aux projections. Et s'en est suivi, voilà, ça a été relayé par la presse. Il y a eu des pétitions pour interdire le film, même sa diffusion sur Arte. Donc, c'est allé encore au-delà du dispositif scolaire. Et il y a eu des groupes de pression qui ont voulu que le film soit déprogrammé, qui se sont adressés aux académies et qui voulaient que le film soit déprogrammé. Donc, il y a eu toute une idée un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure du postulat de l'influence des images, comme quoi, en fait, ce film parlait d'homosexualité et que ça allait rendre les enfants homosexuels. C'est complètement farfelu, enfin, en tout cas selon moi. Et donc, il y a eu les anti-tomboy et les pro-tomboy qui se sont affrontés sur Internet en commentant les articles de presse.
Et en fait, la plupart n'avaient même pas vu le film. Donc c'était même plus une question de cinéma, mais c'était une problématique autour de l'homosexualité, alors que ce film, finalement, il parle plutôt d'enfance, de mensonges, du suspense, d'identité, et il parle pas du tout d'homosexualité. Et donc ça a eu tout un effet boule de neige sur le reste du catalogue école et cinéma. Et il y a eu une grosse conséquence, c'est qu'en fait cette année-là, la fréquentation des élèves au dispositif pour le film Tomboy, il était que de 11%. Donc ça a vraiment influencé les écoles à venir voir ou non le film. Et donc Olivier Demet, qui fait partie d'École et Cinéma, m'a dit que suite à ce problème Tomboy, il y a eu de plus en plus de plaintes de la part des enseignants et des parents sur d'autres films qui n'avaient jamais posé problème avant. Par exemple, L'Homme Invisible, c'était jugé trop effrayant. Peau d'âne, ça parle de l'inceste, donc non, il ne faut pas parler d'inceste à l'école. Alors que finalement, il y a eu des retours d'enfants sur ces séances où les enfants ne trouvaient rien de choquant en fait par rapport aux angoisses des adultes et ils ont beaucoup moins de barrières que les adultes qui sont très formatés. Les enfants n'ont pas les mêmes références que les adultes et pour eux, leurs questions sont complètement différentes de la question des adultes en fait. Donc on peut contourner l'autocensure sous certaines conditions. Notamment parce que la réception négative des films par les enfants est souvent surestimée par les adultes qui ont un regard beaucoup plus angoissé que le regard des enfants. Il y a aussi une volonté en fait de préserver les enfants. Et donc moi j'ai eu plusieurs témoignages de professionnels qui me disaient que dans les films pour enfants c'est souvent aseptisé, c'est le monde des bisounours. Et la pédopsychiatre me disait que les histoires mignonnes aux couleurs pastel, en fait ça reflète pas du tout la réalité qui est vécue par les enfants. C'est assez éloigné de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, on m'a parlé d'un syndrome Disney. Et donc, je trouvais que cette citation d'Émilie Deruel que j'ai interrogée, qui était responsable pédagogique au Magic Cinéma de Bobigny, elle dit « Il y a une association un peu étrange qui se fait dans la tête des producteurs de films, qu'un enfant serait une espèce de débile léger et que la niaiserie serait un peu comme l'innocence. Lorsqu'on voit comment on s'adresse aux enfants en général, est-ce que ce qu'il est proposé, que ce soit à la télévision, dans les magasins de jouets, c'est toujours un peu débilisant. Et finalement, prendre un enfant pour un idiot, c'est oublier qu'on a été un enfant soi-même. » Et je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle dit là. Et donc aussi les sujets tabous, finalement, c'est des sujets qui intéressent beaucoup les enfants. Donc les enfants s'interrogent beaucoup. On a souvent l'image des enfants qui disent « Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ?» Et donc l'enfance, les enfants se posent vraiment des questions existentielles, voire philosophiques. C'est quoi la mort ? C'est quoi le bonheur ? C'est quoi le bien et le mal ? Et donc l'enfant, il est capable d'avoir une réflexion assez poussée. Et voilà, comme ce que disait Émilie Deruel, prendre un enfant pour un idiot, c'est penser en fait que leur hauteur est plus basse que la nôtre en tant qu'adultes. Et prendre les enfants pour des idiots, c'est oublier nous-mêmes qu'on a été des enfants et qu'on était capable de réfléchir. Donc voilà. Et oui, et donc la plupart des personnes que j'ai interrogées m'ont dit que pour eux, le cinéma, c'est fait aussi pour parler de choses qui sont troublantes. Oups. Donc on parle du cinéma comme une expérience d'apprentissage bouleversante. Et la plupart des gens que j'ai interviewés m'ont dit que selon eux, le cinéma se doit de bousculer les enfants et de les faire grandir.
Donc Alain Bergala, qui a beaucoup réfléchi sur l'éducation au cinéma, dit que les plus beaux films à montrer aux enfants, ce ne sont pas ceux où le cinéaste essaie de les protéger du monde, mais souvent ceux où un autre enfant joue le rôle d'intermédiaire dans cette exposition au monde, au mal qui en fait partie et à l'incompréhensible. Ce semblable à qui on peut s'identifier, même quand on ne comprend pas plus que lui le mal qui l'environne. On s'identifie alors à son incompréhension. L'exposition au mal est donc moins traumatisante si elle passe par un personnage de la fiction qui est en quelque sorte à notre place en première ligne afin de nous laisser un peu de recul et de réserve. Et oui, donc Alain Bergala, il dit que pour lui, l'art se doit d'être un ébranlement personnel qui laisse des traces durables. Et je trouve ça très intéressant comme citation. Alors, on m'a aussi parlé du pouvoir cathartique des films sur les enfants. Oups. Donc, pour définir la cathartique, c'est issu du grec. Et donc, la définition d'Aristote, c'est une purification produite chez le spectateur par une représentation dramatique. Et en psychanalyse, on parle de décharge émotionnelle libératrice liée à une extériorisation du souvenir d'événements traumatisants et refoulés. Donc, voilà, dépasser ses propres peurs et les faire siennes pour mieux les maîtriser et comprendre ce qui nous arrive, c'est avancer dans la connaissance de soi et des autres. Et la pédopsychiatre que j'ai interrogée me disait que pour elle, les situations difficiles de la vie ne doivent pas être passées sous silence, mais se doivent d'être présentées dans un récit qui permet de dépasser ces angoisses. Mais par contre, la frontière entre le choc, le petit choc et un vrai traumatisme, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait avec les enfants. Tac. Donc, on peut montrer des films qui sont non sidérants et à hauteur d'enfant. Donc, la sidération, ça vient du latin siderari et ça veut dire subir l'influence néfaste des astres. Et aujourd'hui, ça veut dire être frappé de stupeur. Et donc, la stupeur est définie comme un étonnement profond ou en psychiatrie, un état d'immobilité et de mutisme d'origine psychique. Et donc, Philippe Mérieux parle de la sidération comme un phénomène psychologique qui a toujours existé et qui n'est pas lié à l'apparition des images audiovisuelles. Et les psychanalystes définissent la sidération comme un moment où le sujet est en quelque sorte happé par un trou noir. Et c'est le moment où le sujet est scotché. Il est dans une forme d'attitude à l'égard de ce qu'il voit, qui l'empêche d'avoir une distance réflexive. Et ce qu'il voit, la manière dont il le voit, ne font plus qu'un dans une espèce d'unité qui interdit toute forme de mise à distance. Donc la sidération, cet état de choc devant le film, le fait de ne pas avoir de distance face à ce qu'on voit, c'est vraiment une limite ultime. Tous les professionnels que j'ai interrogés m'ont souvent parlé de ça. Et donc, il faut que les émotions qui sont présentées dans le film soient vraiment comprises par les enfants. Mais il y a un paradoxe assez intéressant. C'est que les enfants, chez eux, ils aiment bien s'effrayer. Moi, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec mon petit cousin qui s'appelle Manakel et qui avait 8 ans à l'époque et qui m'a dit que lui, il avait l'habitude de jouer à des jeux de zombies, que ça lui faisait pas du tout peur et qu'il en avait parlé avec un de ses copains qui avait fait un cauchemar où il y avait un zombie qui lui arrachait les doigts de pied. Et donc, ils ont dit « Ah non, ça ne nous fait pas peur », on a rigolé. Mais souvent, quand un enfant insiste sur le fait que non, ça ne fait pas peur, c'est qu'en fait, ça a quand même eu un impact.
Et oui aussi, l'univers fictionnel, c'est quand même plus facile d'aborder certains sujets qui sont difficiles. Donc par fictionnel, on entend dans les films voilà, ce qui peut être un univers un peu fantastique du cinéma d'animation. C'est toujours plus facile de parler de certains sujets quand ils sont quelque chose d'éloigné, dans un récit assez éloigné de l'enfant, plutôt que dans un film qui est assez réaliste. Et donc la pédopsychiatre que j'avais interrogée m'avait dit que par exemple pour elle c'est plus facile de parler de la mort avec les enfants par rapport au film du Roi Lion que par rapport à Paunette, par exemple, qui est très très réaliste. Et donc on m'a souvent dit qu'il faut rencontrer les bons films au bon moment. Et c'est pour ça que les médiateurs jeunes publics réfléchissent beaucoup aux limites d'âge, aux tranches d'âge qui sont très importantes pour les enfants, parce que s'ils voient un film qui n'est pas adapté, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Harry Potter pour une enfant de maternelle, voilà, ça va laisser des traces, et c'est pas rencontrer le bon film au bon moment, parce que Harry Potter, c'est plutôt destiné à partir du collège, enfin, je pense. Enfin, du coup, quand est-ce qu'une médiation est nécessaire ? Le rôle des adultes dans les projections pour les enfants, ils ont vraiment un rôle de passeur. Et il faut que le médiateur dans la salle de cinéma soit assez capable et volontaire, donc qu'il soit capable de répondre aux questions des enfants, qu'il ait envie de transmettre ce film. Mais après, voilà, forcément, c'est quelque chose de très subjectif et les limites et les émotions de chacun, voilà, sont propres à chaque individu. Et donc, quelquefois, il y a eu un professionnel qui m'a dit qu'une fois, il avait présenté un film qui parlait d'un enfant qui a le cancer et ça lui a rappelé une expérience dans sa famille et il s'est mis à pleurer devant les enfants. Mais j'ai d'autres professionnels qui m'ont dit que selon eux, il ne fallait pas cacher ces émotions d'adultes face aux enfants parce que quand on fait la discussion avec eux après le film, eh bien, on les invite eux-mêmes à parler de leurs émotions. Donc pourquoi il faudrait masquer nos émotions d'adultes puisqu'on est dans un échange. Ça permet aussi tout ce qui est la médiation en salle, donc la présentation de la séance, la discussion, etc. Ça permet d'avoir des clés de compréhension pour les enfants. Ça permet aussi la verbalisation des émotions pour que le film à chaud ne reste pas sans écho. Et ça permet aussi d'avoir des effets plutôt positifs en termes de pédagogie parce que ça développe l'esprit critique et le respect du point de vue d'autrui. Donc finalement, ça forme les citoyens de demain, en quelque sorte. Et cette médiation, ça permet aussi de parler de cinéma avant tout et d'enseigner en fait certains codes du cinéma. Mais voilà, pour que l'incarnation de la séance se passe bien, c'est aussi, j'ai oublié un point tout à l'heure, c'est une collaboration entre le médiateur et l'éducateur qui est très importante. Il faut que, voilà, il y a vraiment un cahier des charges, notamment pour le dispositif école et cinéma, où les enseignants s'engagent à préparer la séance et à approfondir la séance ensuite en classe pour vraiment travailler sur le film avant et après la projection. Donc, en conclusion, pour vous rappeler un petit peu les points que j'ai abordés, les films montrables au jeune public ont des limites par rapport aux mises en scène visuelles, mais aussi par rapport à l'effet de sidération. Les appréhensions d'adultes sont pas en adéquation avec la réception des enfants, comme on a vu tout à l'heure. L'autocensure est quelque chose de social et dépend du contexte sociétal, donc de la culture, de l'époque, de la pression aussi des institutions, et elle dépend du cadre de projection. Donc c'est très différent entre une projection avec l'école et une projection familiale au cinéma. Finalement, les sujets qui sont tabous pour les adultes et qui suscitent des craintes, ce sont des sujets qui préoccupent beaucoup les enfants, qui se posent des questions existentielles.
Et donc le cinéma, c'est une ouverture sur le monde et c'est considéré comme un lieu d'apprentissage bouleversant qui peut répondre à des interrogations intimes et universelles pour l'enfant et donc voilà ce qu'on définissait tout à l'heure de catharsis. Et donc finalement, on peut se dire qu'on peut montrer beaucoup de films aux enfants à condition qu'ils soient adaptés, donc notamment par rapport aux thématiques, à la tranche d'âge, etc., et qu'ils soient accompagnés de manière pédagogique. Et aussi quelque chose qui est apparu quand j'ai discuté avec les médiateurs en salle, ils m'ont dit que souvent l'échange après les projections, c'est pas souvent des questions de cinéma, mais c'est beaucoup des questions par rapport au scénario. Et donc, les discussions abordent souvent des thématiques psychologiques et plutôt philosophiques. Et on peut dire que ça interroge la pratique professionnelle du médiateur cinéma jeune public qui peut parfois manquer de formation en termes de philosophie ou de psychologie. Donc peut-être que ce serait intéressant d'avoir, je ne sais pas, je propose Jean-Marie, des formations sur les cinéphilos, etc., pour pouvoir être plus à même de répondre aux questions des enfants en salle. Oups. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez, mon mémoire est disponible et ma bibliographie aussi qui est très très longue. Je ne voulais pas vous la mettre ici parce qu'il y a des pages et des pages, parce que mon étude a duré 2 ans pour faire cette recherche. Donc si vous désirez échanger ou que je vous transmette mon mémoire ou ma bibliographie, vous pouvez me contacter. J'ai mis mon adresse mail. Il y a aussi un site internet que ma maman m'a fait, qui est juste là. Et vous pouvez aussi me contacter sur Facebook ou sur LinkedIn, voilà, avec mon nom et mon prénom et mon nom, Mathilde Boissel. Et merci beaucoup Jean-Marie de m'avoir permis de faire ma toute première conférence. J'étais un peu angoissée, mais finalement j'ai tellement préparé que j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde, c'était très bien. Merci à toi. On enchaîne, ça va, vous n'êtes pas trop frigorifié? Il y a des plaids pour ceux qui ont